Pendant le repas de Noël, ma fille s'est levée. Nous avons décidé de te rayer de cette famille. J'ai ri et je lui ai tendu une enveloppe. Voici quelque chose pour vous tous. Quand ils l'ont ouverte et ont vu ce que j'avais fait, ils ont su que leur vie confortable était terminée. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez. Je m'appelle Marguerite Dubois, mais la plupart des gens m'appellent Maggie. Et à 68 ans, je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire depuis mon petit appartement, mais nous y sommes. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Ce dîner de Noël a eu lieu il y a 3 semaines. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous ramener 6 mois en arrière, au jour où mon monde s'est effondré. Et puis lentement, méthodiquement, je l'ai reconstruit. Cela a commencé avec les funérailles d'Henri. Mon mari de 45 ans était décédé d'une crise cardiaque soudaine en s'occupant de son cher jardin de roses. Une minute, il tailla les rosiers grimpants jaunes près de notre clôture arrière. La minute suivante, il était parti. Les roses ont continué à fleurir, mais tout le reste s'est arrêté. Sylvie, ma fille, et son mari Didier ont été merveilleux pendant les arrangements funéraires. Ils se sont occupés des détails que je ne pouvais pas gérer, ont hébergé les proches dans leur belle maison de maître, et se sont assurés que je mangeais autre chose que du chagrin et des regrets. Michel, mon fils, est venu de Bordeaux avec sa femme, Patricia, et leurs jumeaux. Pendant quelques jours, nous nous sommes sentis à nouveau comme une vraie famille. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison, dit Sylvie. La semaine après l'enterrement d'Henri, elle était assise à ma table de cuisine, la même où je lui avais servi le petit déjeuner avant l'école pendant 12 ans. Ce n'est pas sûr, et honnêtement, ce n'est pas pratique. J'ai regardé autour de la cuisine. Henri et moi l'avions rénové 5 ans plus tôt. Le carrelage métro, l'évier de ferme, l'îlot où nous avions partagé le café chaque matin pendant la dernière décennie. C'est ma maison, Sylvie. C'est là que ton père et moi avons construit notre vie. Je sais, maman. Et nous ne disons pas que tu dois déménager demain, mais réfléchis 4 chambres, ce grand jardin, tout l'entretien. Papa s'occupait de la plupart de ça, n'est-ce pas? Elle n'avait pas tort. Henri avait été l'homme à tout faire, le jardinier, celui qui savait quel interrupteur contrôlait quelle lumière. Mais je n'étais pas impuissante, malgré ce que mes enfants semblaient penser. Nous avons trouvé une jolie résidence-service à environ 20 minutes de chez nous, ajouta Didier. Vie autonome, mais avec des services de soutien si tu en as besoin. Piscine, activités, des gens de ton âge. Des gens de mon âge, comme si j'étais soudainement devenue une vieille femme au lieu de simplement veuve. Mais ils m'ont épuisée comme le font les enfants adultes aimants lorsqu'ils pensent savoir ce qui est le mieux. Au cours du mois suivant, ils ont programmé des visites de résidence pour seniors, m'ont apporté des brochures, et ont dépeint, doucement mais avec insistance, une image de vie qui serait plus facile et plus sûre pour quelqu'un dans ma situation. Alors, j'ai vendu la maison. Notre maison, l'endroit où Sylvie avait fait ses premiers pas et Michel s'était cassé le bras en tombant de l'érable, où Henri et moi avions valsé dans le salon pour notre 25e anniversaire et nous étions disputés sur les couleurs de peinture lorsque nous avions rénové la salle de bain. Je l'ai vendu et j'ai emménagé dans un appartement de 2 pièces dans un complexe qui sentait le nettoyant pour tapis industriel et offrait une vie active pour seniors, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait du loto 2 fois par semaine et une triste excuse de centre de fitness. L'appartement n'était pas terrible, juste sans âme. Mur beige, moquette beige, tout beige. J'avais vécu dans une maison pleine de couleurs et de vie pendant 45 ans, entourée des courtes pointes que j'avais faites, des meubles qu'Henri avait remis à neuf, des photographies qui chroniquaient des décennies de vacances et de célébrations familiales. Maintenant, j'avais 50 mètres carrés de beige et le loyer mensuel qui allait avec. Tu vas adorer une fois que tu te seras installé, m'assura Sylvie, m'aidant à ranger mes meubles désormais sans foyer dans des espaces pour lesquels ils n'étaient pas conçus. Mon service de salle à manger, qui avait accueilli d'innombrables dîners de famille, avait l'air ridicule dans le petit coin repas de l'appartement. La commode qui avait abrité ma belle vaisselle ne pouvait rentrer nulle part. Nous la stockerons dans notre cave, proposa Didier. Tu pourras la visiter quand tu veux. Visiter ma propre vaisselle comme si elle était en prison. Le premier mois a été le plus difficile. Je me réveillais en cherchant Henri, oubliant qu'il n'était pas là,
puis je me souvenais où j'étais, et je ressentais la double perte à nouveau. Mon mari et ma maison, tous deux disparus à quelques semaines d'intervalle. Mais je ne suis pas du genre à me complaire. Jamais. Henri plaisantait en disant que je pouvais trouver le bon côté d'une tornade. Alors je me suis lancée pour tirer le meilleur parti de ma nouvelle situation. J'ai rejoint le club de lecture, essayé l'aquagym, et même participé à quelques soirées où des veuves et des veufs faisaient des conversations gênantes autour de gâteaux de supermarché. C'est à ce moment-là que Sylvie a commencé à avoir des difficultés financières. Cela a commencé assez innocemment. Un coup de téléphone un mardi soir. La voix de Sylvie tendue par le stress. « Maman, je déteste te demander ça, mais nous avons un problème de trésorerie. Le chèque de commission de Didier a été retardé et notre mensualité de prêt immobilier est due demain. Pourrais-tu peut-être ? » Bien sûr que je pouvais. Pourquoi d'autres économisais-je de l'argent à ce stade ? J'avais l'indemnité d'assurance vie. Le produit de la vente de la maison et la pension d'Henri. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie, en fait, dormant sur des comptes rapportant un intérêt minimal. Combien avez-vous besoin, chérie ? Juste assez pour couvrir le prêt immobilier. 3 200 €. Je te rembourserai dès que le chèque de Didier arrivera. J'ai transféré l'argent ce soir-là. La banque en ligne était l'une des rares avancées technologiques que j'avais adoptées avec enthousiasme. Si pratique, si rapide. Le remboursement n'a jamais eu lieu. Bien sûr, il y avait toujours quelque chose. La structure de commission de Didier a changé. Le travail de marketing à temps partiel de Sylvie a perdu un gros client. La voiture avait besoin de réparations coûteuses. Émilie avait besoin d'argent pour ses activités de première année. Ça ne me dérangeait pas vraiment. La famille s'entraide. Et sur quoi d'autre allais-je dépenser mon argent ? Des dîners chics pour une personne, des croisières remplies d'autres seigneurs solitaires ? En novembre, je leur avais donné plus de 35 000 €, mensualité de prêt immobilier, minimum de carte de crédit, le stage de préparation aux examens d'Émilie, les factures d'orthodontie de Romain, les vacances en Espagne qu'ils avaient déjà engagées lorsque leurs finances se sont resserrées. J'ai découvert la vérité entièrement par accident. Émilie, ma petite fille de 16 ans, avait laissé son compte Instagram ouvert sur mon iPad après m'avoir montré des photos de sa soirée de bal de fin d'année. Je ne fouinais pas, j'essayais juste de fermer l'application pour pouvoir reprendre mon livre quand j'ai vu la dernière publication de Didier. C'était une photo de lui et Sylvie dans un restaurant chic, verre de champagne levé, grand sourire. La légende disait, célébration d'un autre trimestre réussi. Quand on travaille dur, on se récompense. On vit notre meilleure vie, bonne chère, trimestre réussi. Alors que seulement 2 semaines plus tôt, Sylvie avait appelé en pleurant parce qu'il ne pouvait pas se permettre les frais d'inscription d'Émilie à l'université. J'ai fait défiler d'autres publications. Mon café refroidissait à mesure que la vérité se déroulait en photographie parfaitement filtrée. Le week-end pour se remettre du stress financier qui ressemblait étrangement à un luxueux centre de thalassothérapie. Le dîner familial, modeste, dans un restaurant où je savais que l'entrée coûtait plus que ce que je dépensais en courses en une semaine. La petite amélioration de la voiture de Didier qui semblait être une toute nouvelle voiture de sport. Tout cela posté alors que j'écrivais des chèques pour leur prêt immobilier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Henri. Comment il avait travaillé des doubles postes à l'usine pendant des années pour que nous puissions rembourser notre maison tôt. Comment nous avions conduit les mêmes voitures jusqu'à ce qu'elles ne puissent littéralement plus rouler. Comment nous avions économisé chaque centime pour notre retraite, rêvant des voyages que nous ferions et du temps que nous aurions ensemble. Du temps que nous n'avons jamais eu parce qu'il est mort 6 mois après sa retraite. Le lendemain matin, j'ai appelé Sylvie. J'ai gardé ma voix légère et décontractée. Salut, chérie. Comment ça va ? Oh, tu sais, les mêmes vieilles difficultés. Le chèque de commission de Didier est encore en retard et nous sommes en retard sur l'assurance auto d'Émilie. Intéressant. Selon Instagram, Didier venait de conclure le plus gros contrat de son trimestre. C'est terrible, ma chérie. Tu dois être tellement stressée. Je le suis, maman.
Je déteste toujours devoir te demander de l'aide, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Le mensonge lui vint si facilement. Elle avait eu beaucoup de pratique, apparemment. Combien as-tu besoin cette fois? Pourrais-tu gérer 800 €? Je sais que c'est beaucoup, mais bien sûr. Je te transférerai ça cet après-midi. Mais je n'ai rien transféré. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dupont, l'avocat spécialisé dans les successions qui avait géré le testament d'Henri. Un homme intelligent réputé pour protéger les seigneurs exactement du genre de situation dans laquelle je me trouvais apparemment. Son cabinet était tout ce que l'on attend d'un avocat prospère. Fauteuil en cuir, livre de droit, diplôme sur des murs en bois sombre. Mais Maître Dupont lui-même était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 45 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de métal. Madame Dubois, merci d'être venue. Comment puis-je vous aider? Je lui ai tout raconté. Le déménagement dans l'appartement, les demandes d'argent, la découverte sur Instagram. À la fin de mon histoire, son expression était passée d'un intérêt professionnel à une indignation à peine contenue. Madame Dubois, en termes légaux, ce qui vous arrive s'appelle un abus de faiblesse financier. Votre fille et votre gendre exploitent votre générosité et votre amour pour eux afin de financer leur mode de vie. Ce sont ma famille, Maître Dupont. La famille s'entraide. La famille s'entraide en cas de besoin véritable, pas pour payer des vacances de luxe en mentant sur des difficultés financières. Vous leur avez donné 35 000 € en 4 mois. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'exploitation. Les mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. J'avais élevé Sylvie pour qu'elle soit meilleure que ça. Je lui avais appris l'honnêteté, l'intégrité, le travail acharné. Apparemment, j'avais échoué quelque part en cours de route. Que puis-je faire à ce sujet? Ai-je demandé. Maître Dupont se pencha en arrière dans sa chaise. Plusieurs choses. Premièrement, nous pouvons tout documenter. Relevé bancaire, messages, publications sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous pouvons couper leur accès à vos fonds immédiatement. Troisièmement, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons engager des poursuites judiciaires pour l'argent qu'ils ont déjà pris sous de faux prétextes. Des poursuites judiciaires contre ma propre fille. La pensée me rendit physiquement malade. Je ne veux pas l'envoyer en prison, Maître Dupont. C'est compréhensible, mais vous devez vous protéger, Madame Dubois. Ce schéma continuera à moins que vous ne l'arrêtiez. Les personnes qui exploitent des parents âgés s'arrêtent rarement volontairement. Parents âgés. Était-ce ce que j'étais maintenant? Nous avons passé l'heure suivante à examiner mes options. Maître Dupont a suggéré de commencer par la protection financière, de nouveaux comptes bancaires auxquels il n'aurait pas accès. Un examen de tous mes avoirs et la documentation de leur tromperie. Ensuite, nous verrions comment il réagirait. Encore une chose, dit Maître Dupont alors que je me préparais à partir. Avez-vous d'autres membres de votre famille qui pourraient être impliqués? Votre fils, peut-être? Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Michel vivait à Bordeaux, appelait chaque semaine, envoyait des cartes et des cadeaux attentionnés. Il ne m'avait jamais demandé d'argent, n'avait jamais mentionné de problème financier. Je ne crois pas. Michel semble bien se débrouiller seul. Bien. Vous aurez besoin d'alliés dans la famille qui ne sont pas compromis par des intérêts financiers. Ce genre de situation divise souvent les familles sur des questions d'argent. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort d'Henri. J'ai préparé un vrai dîner pour moi-même. Un pot-au-feu avec des légumes, comme Henri l'aimait. J'ai mis la table avec mes plus belles assiettes, celles que Sylvie avait dit que je ne pouvais pas garder parce que l'appartement était trop petit pour recevoir. Je pouvais les garder. C'était ma maison maintenant. Aussi petite fut-elle, et je pouvais très bien utiliser ma propre vaisselle quand je voulais. Pendant que le pot-au-feu cuisait, j'ai passé en revue 4 mois de relevés bancaires, soulignant chaque virement à Sylvie et Didier. Le total était en fait plus élevé que ce que j'avais estimé, 37 800 €. Assez pour acheter une voiture décente. Assez pour de vraies vacances. Pas la croisière, senior budget, que Sylvie avait suggéré que je prenne au lieu de les aider avec leur prêt immobilier. Mon téléphone a sonné pendant le dîner. Sylvie, bien sûr.
Maman, je suis désolée de te déranger, mais as-tu oublié d'envoyer l'argent pour l'assurance d'Émilie? Non, chérie, je n'ai pas oublié. Une pause. Oh, eh bien, pourrais-tu l'envoyer ce soir? Le paiement est dû demain matin. Sylvie, j'ai réfléchi. Peut-être que toi et Didier devriez envisager un conseiller financier. Il existe des programmes qui peuvent aider les familles à mieux gérer leur budget. Une autre pause. Plus longue cette fois. Maman, nous n'avons pas besoin de conseils. Nous avons besoin d'une aide temporaire jusqu'à ce que la structure de commission de Didier se stabilise. Cela fait 4 mois, ma chérie, ça ne me semble pas très temporaire. Tu dis que tu ne nous aideras pas? Sa voix avait une pointe que je ne reconnaissais pas. Je dis que je pense que vous avez besoin de trouver une solution plus durable que de demander de l'argent à votre mère veuve chaque semaine. Le silence s'étira entre nous comme une faille. Bon, dit Sylvie finalement. Je trouverai autre chose. Mais ne me blâme pas quand Émilie ne pourra pas se rendre à son travail parce que nous ne pouvons pas nous permettre l'assurance. Elle me raccrocha au nez. Je suis restée là, tenant le téléphone, me demandant quand ma fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Les semaines suivantes furent tendues. Sylvie appelait moins fréquemment, et quand elle le faisait, sa voix était froide et distante. Elle ne demandait pas d'argent, mais elle s'assurait de mentionner chaque stress financier qu'il traversait. Les candidatures d'Émilie à l'université, les frais d'inscription au tournoi de basket de Romain, la chaudière qui pourrait avoir besoin d'être remplacée avant l'hiver. Chaque mention ressemblait à un voyage de culpabilité enveloppé dans une conversation familiale. Pendant ce temps, j'étais occupée avec Maître Dupont à construire ce qu'il appelait des « pare-feux financiers ». De nouveaux comptes bancaires dans une autre institution. Des comptes de placement dont Sylvie et Didier n'avaient jamais eu connaissance. Un coffre-fort pour les documents importants. Vous êtes très intelligente dans cette affaire, me dit Maître Dupont lors d'une de nos réunions. La plupart des gens dans votre situation attendent que les dégâts soient bien pires avant d'agir. À quel point cela pourrait-il s'aggraver? J'ai vu des enfants adultes vider toutes les économies de leurs parents. Parfois, des sommes à 7 chiffres. Les victimes ne réalisent souvent pas ce qui se passe avant d'être confrontées à l'expulsion ou de ne plus pouvoir se permettre des soins médicaux. C'est alors qu'il me raconta l'histoire de Madame Leroy, une femme de 82 ans dont le fils avait falsifié sa signature sur un prêt hypothécaire inversé et dépensé l'argent en crypto-monnaie. À propos de Monsieur Fournier, dont la belle-fille l'avait convaincu d'ajouter son nom à tous ses comptes, puis les avait vidés avant de demander le divorce. Des histoires d'horreur qui faisaient paraître ma situation presque pittoresque. La période des fêtes est souvent le moment où ces situations s'aggravent, avertit Maître Dupont. Les familles se réunissent, les attentes sont élevées, et le stress financier culmine. Votre fille et son mari s'attendent probablement à leur manne de Noël habituelle de votre part. Noël? Je n'y avais même pas pensé. L'année dernière, Henri et moi avions donné 5 000 € à la famille de Sylvie pour rendre Noël spécial pour les enfants. Cette année, ils s'attendraient probablement à plus, d'autant plus qu'ils pensaient que j'avais plus d'argent à disposition après la vente de la maison. Que me conseillez-vous? Fixez des limites maintenant avant que les demandes ne commencent. Décidez ce que vous êtes prête à donner, si tant est que ce soit le cas, et tenez-vous Y. Ne laissez pas la culpabilité ou la manipulation vous faire changer d'avis. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je donnerai 500 € à Émilie et Romain chacun pour Noël, directement à eux, pas par l'intermédiaire de leurs parents. Pas d'argent pour Sylvie et Didier. Pas d'aide pour les dépenses de vacances ou les frais de voyage ou les fonds pour des dîners spéciaux. J'allais avoir mon premier Noël honnête depuis des mois, mais Sylvie avait d'autres plans. L'appel est arrivé un lundi soir début novembre. Elle pleurait, ce qui m'a immédiatement mise en état d'alerte. Sylvie n'était pas une pleureuse. Maman, je dois te dire quelque chose et je dois te faire promettre de ne pas te fâcher. Ces mots. Chaque parent sait que rien de bon ne suit ces mots. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Nous avons eu des problèmes avec l'entreprise de Didier. Il pourrait perdre son emploi. Il y a eu une restructuration et son poste est supprimé. Mon cœur s'est serré malgré tout. Perdre un emploi juste avant les vacances était une très mauvaise nouvelle. Oh, Sylvie, je suis tellement désolée.
Quand saura-t-il avec certitude? La semaine prochaine. Mais maman, voilà le problème. Même s'il garde son emploi, il coupe son territoire en deux. Ses revenus vont chuter d'au moins 40%. C'est horrible. Avez-vous commencé à regarder votre budget? À déterminer quelles dépenses vous pouvez réduire? Nous avons tout regardé. Maman, nous sommes déjà assez serrés. Serrés, n'est-ce pas? Les gens, serrés, ne postent pas de photos d'eux-mêmes dans des restaurants à 200 € par personne. Il y a autre chose, continua Sylvie. Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des mois. Ça y est, pensai-je. Quand nous t'avons demandé de l'aide pour le prêt immobilier, ce n'était pas juste un problème de trésorerie temporaire. Nous sommes en retard depuis presque un an. Nous risquons de perdre la maison. La maison. La belle maison de maître avec l'aménagement paysager parfait et le garage pour 2 voitures. La maison dont j'avais payé le prêt immobilier pendant des mois, pensant que j'aidais à un problème temporaire. Ils allaient la perdre de toute façon. Sylvie, de combien de mois êtes-vous en retard? 6 mois, peut-être 7. Mais si nous pouvons rattraper les paiements et prouver que nous avons des revenus stables, la banque a dit qu'il travaillerait avec nous. 7 mois. 7 mois de paiement manqués pendant qu'il m'emmenait dans des restaurants chers et postayait leur « vie bénie » sur les réseaux sociaux. Combien faudrait-il pour rattraper? Environ 25 000 €. Je sais que c'est une somme énorme, mais si nous perdons la maison, où iront Émilie et Romain à l'école? Comment reconstruirons-nous notre crédit? Nous devrions louer un appartement dans un quartier différent. Et Émilie est en première année, maman. On ne peut pas la déraciner maintenant. 25 000 € en plus des presque 40 000 que je leur avais déjà donnés. Sylvie, je dois y réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de temps. Maman, l'avis de saisie nous donne 2 semaines. 2 semaines pour trouver 25 000 €. 2 semaines pour décider de jeter de l'argent par les fenêtres ou de laisser mes petits-enfants apprendre ce que sont les conséquences. Je t'appellerai demain, lui dis-je. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles d'Henri. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Puis j'ai appelé la ligne d'urgence de Maître Dupont. Il a répondu à la 2e sonnerie. Madame Dubois, vous allez bien? Non, je ne crois pas. Ils sont sur le point de perdre leur maison et ils veulent que je les sauve à nouveau. Combien cette fois? 25 000 €. Pour rattraper les paiements de prêts immobiliers qu'ils ont manqués pendant des mois alors que je les aidais à faire les paiements courants. Maître Dupont resta silencieux un long moment. Madame Dubois, ils ont commis une fraude. Ils vous ont pris de l'argent sous de faux prétextes, affirmant qu'ils avaient besoin d'aide pour les paiements courants de prêts immobiliers alors qu'ils étaient déjà en procédure de saisie. Fraude. Un mot si dur pour ce que ma fille m'avait fait. Que se passe-t-il si je dis non? Ils perdront probablement la maison. Ils devront trouver un autre endroit où vivre, probablement louer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent reconstruire leur crédit. Vos petits-enfants devront probablement changer d'école. Et que se passe-t-il si je dis oui? Vous aurez dépensé un total de 65 000 € sans garantie qu'ils ne seront pas dans la même situation dans 6 mois. De plus, vous encouragerez un comportement d'irresponsabilité financière qui ne fera qu'empirer. Je savais qu'il avait raison. Je le savais depuis des semaines. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 choses très différentes. Il y a autre chose que vous devriez considérer, continua Maître Dupont. Noël est la semaine prochaine. D'après ce que vous m'avez dit sur le comportement de votre fille, je soupçonne que cette conversation sur la maison prépare une confrontation beaucoup plus importante. Ils voudront une réponse, et ils comptent probablement sur le cadre des vacances familiales pour vous faire pression afin que vous disiez oui. Noël, la fête qu'Henri et moi avions organisée pendant 20 ans avant que le déménagement chez Sylvie ne devienne la tradition. La fête qui était censée être une question de gratitude et de famille. Que feriez-vous, Maître Dupont? Si c'était votre fille? Je me protégerais et je les laisserais faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Mais je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de votre famille. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement beige et j'ai regardé la photo sur ma table de chevet.
Henri et moi pour notre 40e anniversaire, tous les deux riant de quelque chose oublié depuis longtemps. Il avait été si fier quand nous avions remboursé notre maison de taux, si prudent avec l'argent, si déterminé à construire quelque chose de solide pour notre vieillesse. S'il était là maintenant, que me dirait-il de faire ? Je pense que je connaissais déjà la réponse, mais je savais aussi que je n'étais pas encore tout à fait prête à agir. J'avais une semaine de plus pour décider de sauver la famille de ma fille ou de me sauver. Il s'est avéré que la décision serait prise pour moi. Le jour de Noël est arrivé, gris et froid, ce qui semblait approprié pour ce qui, je le savais, serait notre dernière fête de famille ensemble. J'avais pris ma décision mardi soir après avoir découvert une dernière insulte qui m'a poussé à bout. Émilie m'avait appelé directement, contournant entièrement ses parents. « Mamie, je peux te demander quelque chose en privé ? » « Bien sûr, ma chérie. » « Maman et papa ont-ils des problèmes d'argent ? » Ils chuchotent toujours et semblent vraiment stressés. De la bouche des enfants. « Pourquoi demandes-tu cela ? » « Eh bien, maman m'a dit que tu ne pouvais pas te permettre de m'aider avec mes candidatures à l'université parce que tu as un revenu fixe maintenant. Mais j'ai vu les nouveaux clubs de golf de papa et ils coûtent environ 3 000 €. Je les ai cherchés en ligne. Des clubs de golf à 3 000 € achetés alors qu'ils disaient à leur fille que mamie ne pouvait pas se permettre ses frais de candidature à l'université de 400 €. C'est là que j'ai su que j'en avais marre d'être le distributeur de billets de la famille. Je suis arrivée chez Sylvie avec un plat à gratin vert rempli de mon fameux gratin de patates douces et une enveloppe Kraft qui allait tout changer. L'enveloppe contenait des copies de chaque virement bancaire, de chaque publication Instagram, et de chaque mensonge documenté dans un ordre chronologique précis, ainsi que quelque chose d'autre qui garantirait qu'il n'essaierait plus jamais cela avec personne. Maman. Sylvie me salua avec une étreinte inhabituellement enthousiaste. Tu es magnifique. Cette couleur te va parfaitement. Les compliments fusaient haut. Didier apparut avec un verre de vin et son plus grand sourire. Marguerite, c'est si bon de te voir. Comment t'installes-tu dans l'appartement ? Très bien, merci. Émilie et Romain me serrèrent dans leurs bras sincèrement, et pendant un instant, je me sentis mal à propos de ce qui allait se passer, mais je me suis souvenu alors que les protéger de l'irresponsabilité financière de leurs parents pourrait être la chose la plus gentille que je puisse faire. La conversation du dîner fut soigneusement éloignée des sujets d'argent. Ils discutèrent des projets universitaires d'Émilie, de la saison de basket de Romain, des projets professionnels de Didier. Tout était très normal, très agréable, très faux. Après le dessert, Sylvie et Didier échangèrent des regards. Le spectacle commence. Maman, commença Sylvie. Nous voulions te parler de la situation de la maison. Bien sûr. Je pliai ma serviette avec soin. Nous savons que c'est une somme énorme, mais nous avons parlé à la banque, et si nous pouvons remettre le prêt immobilier à jour d'ici lundi, ils travailleront avec nous sur un plan de paiement modifié. C'est une excellente nouvelle, dit Didier avec ferveur. Le fait est, Marguerite, c'est vraiment notre dernière chance. Après ça, il n'y a plus d'option. Je comprends. Alors, nous espérions. La voix de Sylvie s'éteignit. Vous espériez que je vous donnerais 25 000 €. Un prêt, corrigea rapidement Didier. Nous te rembourserions avec intérêt. Je fouillai dans mon sac et en sortis l'enveloppe Kraft. En fait, j'ai quelque chose pour vous tous. Sylvie eut l'air confuse, mais ravie. Oh, maman, tu n'avais pas besoin d'apporter des cadeaux. Ouvre-la. Sylvie ouvrit l'enveloppe et en sortit la pile de documents, les relevés bancaires en haut. Je regardais son visage alors qu'elle réalisait ce qu'elle regardait. Qu'est-ce que c'est ? La documentation de chaque mensonge que tu m'as dit au cours des 4 derniers mois. La couleur quitta le visage de Didier. Marguerite, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu. Vous m'avez pris 37 800 € en prétextant des difficultés financières, puis vous avez dépensé mon argent en vacances, en dîners coûteux et en club de golf pendant que votre prêt immobilier n'était pas payé. Maman, tu sors ça de son contexte, dit Sylvie, mais ses mains tremblaient. Vraiment ? Quel contexte rend acceptable de mentir à sa mère veuve sur le fait d'avoir besoin d'aide pour les paiements de prêts immobiliers alors que vous avez en fait 7 mois de retard ? Émilie regarda ses parents avec une horreur croissante.
C'est vrai? Vous avez menti à mamie? C'est compliqué, ma chérie, dit Didier. Non, ça ne l'est pas. Je me levai de table. C'est de la fraude et ça s'arrête maintenant. C'est là que Sylvie joua sa dernière carte. Nous avons décidé de te rayer de cette famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un gaz toxique. Émilie halta. Romain regarda sa mère avec incrédulité. Didier avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher, et j'ai ri. Pas un rire amer ou triste, mais un amusement sincère. Après des mois de manipulation, de voyages de culpabilité et de mensonges éhontés, Sylvie pensait pouvoir me menacer d'abandon pour obtenir son argent. Eh bien, dis-je, en tendant la main dans l'enveloppe. Dans ce cas, vous voudrez certainement voir le reste. Je sortis une deuxième série de documents et les posai sur la table. Ceci est un rapport de l'enquêteur privé que j'ai engagé la semaine dernière. Le silence était absolu. Il documente chaque achat coûteux que vous avez fait avec mon argent. Chaque repas au restaurant, chaque jour de vacances, chaque article de luxe, tout est recoupé avec vos publications sur les réseaux sociaux et vos relevés de carte de crédit. Le visage de Didier était devenu complètement blanc. Vous avez engagé un enquêteur? J'ai également déposé une plainte auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse financier. C'est le troisième document dans votre pile. Sylvie feuilletait frénétiquement les papiers maintenant, son sang-froid complètement brisé. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. La famille ne se vole pas. Mais puisque je ne fais apparemment plus partie de cette famille, je suppose que cela fait de vous des criminels ordinaires au lieu de parents ingrats. Mamie, dit Émilie doucement. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais passer un Noël très paisible à la maison avec un bon livre. Et à tes parents? Ça dépendra de leur coopération avec les autorités. C'est alors que Didier perdit complètement les pédales. Vieille femme vindicative. As-tu une idée de ce que tu viens de faire? Nous allons tout perdre. Vous avez déjà tout perdu lorsque vous avez décidé de me traiter comme une cible au lieu d'une mère. Les enfants devront changer d'école. Les enfants apprendront que les actions ont des conséquences. Quelque chose que vous ne leur avez clairement jamais appris. Sylvie tenta une dernière approche, des larmes coulant sur son visage. Maman, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Je regardai Émilie et Romain, tous deux fixant leurs parents avec des expressions de choc et de déception. Cela me brisa le cœur. Ma chérie, dis-je à Émilie. Tu auras 18 ans dans 2 ans. Tu pourras décider toi-même si tu veux une relation avec une grand-mère qui refuse d'encourager le mauvais comportement de tes parents ou des parents qui te feraient du chantage émotionnel pour voler de l'argent. Puis j'ai pris mon sac et mon manteau. Le rapport de l'enquêteur comprend une recommandation pour que vous suiviez une thérapie financière et éventuellement un traitement pour votre comportement de dépendance aux dépenses. Je vous